Salut à tous. Aujourd'hui, je vais dire ici tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris sur le sommeil, comme vous l'avez vu dans le titre. À la base, je voulais plus refaire de format tout ce que je sais sûr, mais en fait, je vais continuer quelques temps. De toute façon, je pourrais pas en faire encore une dizaine. J'ai quelques sujets encore dont je peux parler. Liés, je parlerai un peu de sport la prochaine fois, de musculation, je parlerai peut-être de jeûne à un moment donné. C'est un sujet que j'explore sur Insta, j'en parle un petit peu, enfin je le montre un petit peu, si vous voulez voir ça. Suis-moi sur Insta, et je parlerai aussi dans les prochains trucs que je sais sûrement de choses que j'ai appris sur la création, sur les réseaux sociaux. Peut-être l'autodiscipline à un moment donné, ou les habitudes. Bref, c'est parti pour un nouveau Tout ce que je sais sûr, un format que je parle librement, en improvisation totale, d'un sujet qui m'intéresse, et sur lequel j'ai exploré, dans lequel j'ai appris plein de choses différentes. Et le sommeil, c'est vraiment un sujet dans lequel j'estime être un grand pionnier. J'ai fait beaucoup de choses dans le sommeil, à une époque où c'était absolument mal vu. Moi j'exagère un peu, mais en tout cas, en 2008, je pense à ça parce qu'en 2008, je parlais aux gens de rêves lucides, et j'expliquais aux gens que je me réveillais dans mes rêves et que j'en prenais le contrôle en partie, que je les influençais bien, et déjà, les gens ne savaient pas, littéralement personne ne connaissait l'expression rêve lucide. Ça n'arrivait pas que je me balade dans la rue, que je parle à quelqu'un, dans la rue, n'importe où, hein, dans un bar, une boîte de nuit, dans un lieu tout à fait approprié à ça. Si je parlais à quelqu'un et que je disais que je parlais de rêve lucide, en fait, de mes expériences par rapport au rêve lucide, eh bien les gens disaient, ils savaient pas ce que c'était en fait. C'était une expression nouvelle. Et quand j'expliquais le concept aux gens, ils me prenaient pour un fou. Ou alors ils savaient ce que c'était, ils comprenaient ce que c'était parce qu'ils le faisaient naturellement. Parce qu'il y a toujours eu des gens qui pratiquaient les rêves lucides de manière tout à fait naturelle en fait, et qui savaient pas que c'était un truc, que c'était un concept. Aujourd'hui je vais vous parler de plein de choses, on va parler de rêves, on va revenir un peu là-dessus, de sommeil polyphasique donc, je disais, on va parler de chronotype aussi, c'est un sujet super intéressant, et puis de l'intérêt du sommeil aussi, d'un point de vue général, d'un point de vue de l'énergie, de la mémoire, de l'apprentissage, de la santé. Donc on va parler de tout ça. Je vais commencer par un sujet qui est pour moi le plus important, le plus contre-intuitif, c'est les chronotypes. Alors vous savez, il y a des gens dont on dit qu'ils sont plutôt du matin et des gens dont on dit qu'ils sont plutôt du soir. Moi je suis plutôt du soir. Je viens de me réveiller, là il est 11h30. 36 j'avoue. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des gens plutôt du soir, plutôt du matin? Apparemment, d'après les neuroscientifiques qui ont étudié le sujet, en particulier un homme qui s'appelle Roddenberry, qui a écrit le livre Internal Time, Till Roddenberry, eh bien c'est génétique, c'est quelque chose de génétique et c'est surtout quelque chose de tout à fait naturel. Si vous êtes beaucoup du soir, vous ne devez pas vous inquiéter. Dans un groupe humain, il est naturel qu'il y ait des variétés génétiques dans le moment où on veut se réveiller. D'ailleurs, si on prend un groupe assez grand, peut-être une vingtaine, une trentaine de personnes, souvent la personne qui va se coucher le plus tard, naturellement, se couche à l'heure à laquelle la personne qui se lève le plus tôt se lève. Souvent, ça va être 5h du matin. Moi, par exemple, ça m'arrive souvent de me coucher à 5h du matin, je fais partie des gens qui ont un chronotype le plus tardif, et vous connaissez sûrement une personne qui se lève à 5h du matin alors qu'elle ne travaille pas à 5h du matin, alors qu'elle n'a pas d'obligation de le faire. Et pour ma part, je suis un petit peu en colère envers la société, qui nous dit de nous lever le matin, puis aussi envers le Miracle Morning, et envers un peu tout cet univers qui valorise à tout prix les gens qui se lèvent le matin. Pour finalement des raisons très superficielles que je vais vous relater maintenant. La vérité sur le matin, sur les gens du matin. Vous le savez peut-être, je vis sans réveil depuis des années maintenant. Ça fait peut-être 5 ans maintenant. Où c'est rarissime que j'utilise un réveil matin, ça m'arrive peut-être 1 ou 2 fois dans l'année. Pour des cas exceptionnels. Et peut-être 3 fois. Quand je dois prendre un avion ou ce genre de choses, quoi. Et je vis incroyablement mieux depuis ça. C'était une souffrance extrême pour moi d'avoir un réveil le matin. C'est vraiment, il m'a fallu des années avant de me détraumatiser de ça.
avant de me réparer de ce genre de traumatisme. Sinon, je faisais des rêves le matin où je rêvais qu'il y avait un réveil qui sonnait, que je ratais, et puis j'avais un contrôle. Je sais pas si c'est le traumatisme du sommeil ou des examens, quoi, des cours, mais en tout cas, pendant longtemps, j'ai vraiment eu du mal à utiliser des réveils matins, je les éteignais, je ratais souvent les cours le matin, j'y allais pas, quoi, et puis, bon, j'arrivais à me débrouiller, quoi, autrement, mais même après avoir arrêté ça, les réveils matins, j'ai gardé ce truc en moi, cette souffrance en moi de savoir qu'à une époque, j'étais obligé de me réveiller très tôt le matin. Et je suis beaucoup, beaucoup plus heureux depuis que j'ai arrêté. Et j'ai appris en fait assez récemment, il y a peut-être un an, en lisant un livre qui s'appelle The Internal Time, que, en fait, c'est moi qui avais raison, et que c'était la société qui avait tort. En fait, c'est pas moi qui étais inadapté, qui manquait de volonté ou quoi que ce soit, c'est la société qui était mal foutue. Il se trouve qu'il y a plein de gens, peut-être plus particulièrement parmi les jeunes d'ailleurs, les ados, et plutôt les mecs aussi. Pour des raisons génétiques, il y a plein de gens qui sont plutôt faits pour vivre la nuit. Pourquoi est-ce qu'ils sont faits pour vivre la nuit? Alors, je vais commencer par expliquer pourquoi est-ce que on insiste autant dans quasiment toutes les sociétés dans le monde entier, on insiste autant pour dire aux gens qu'il faut se lever le matin parce que c'est bien, vivre le matin c'est cool, c'est être productif, etc. La raison pour laquelle on incite dans toutes les sociétés quasiment les gens à vivre le matin, à se lever tôt, c'est parce que le matin, il y a les champignons. Le matin, on peut aller pêcher les poissons plus facilement. Le matin, il commence à faire jour, on peut aller commencer à cultiver le champ et on aura plus de temps pour travailler. Puis le matin, on peut aller à l'usine plus tôt avant les autres et travailler. En fait, la raison pour laquelle on incite les gens à se lever tôt le matin, c'est pour des raisons écologiques et des raisons de compétition. Quand il commence à faire jour, c'est bien d'être le premier à arriver quelque part, avant que les ressources ne soient prises, ou ensuite avec l'industrialisation sur les lieux de travail, c'est bien aussi d'arriver tôt, d'arriver avant les autres, pour montrer son sérieux, même quand on n'est plus dépendant des rythmes écologiques. Et en fait ça, cette culture-là, elle s'est transmise depuis des millénaires sûrement. Il n'y a pas vraiment de raison autre que ces raisons qui sont d'ordre culturel. Et c'est vraiment important parce que... Désolé, je m'énerve un peu parce qu'il y a un avion, il y a un fond de bruit d'avion juste au-dessus, je vais me déplacer pour votre plaisir auditif. On va continuer alors. Alors, le chronotype c'est un truc super important parce que on en a tous un différent et la société nous met une forte pression quand on est dans un chronotype plutôt tardif. Et les gens qui ont un chronotype tardif, en fait, étant donné que la société n'est pas adaptée à eux et qu'on les pousse à aller dans l'autre direction, eh bien, ça va avoir une grande influence sur eux. Souvent, ils vont devenir plutôt artistes, ils vont détester le salariat, ils vont pas souvent aller à l'école, ils vont rater les cours le matin. Et voilà, ils vont vivre le soir, peut-être qu'ils vont vouloir écrire, peut-être qu'ils vont plus sortir aussi. Il y a un truc intéressant que dit Till Runberg, c'est qu'on va accuser les jeunes, les ados en particulier, de trop aller en boîte ou de trop jouer aux jeux vidéo la nuit. Mais en fait, c'est parce que la nuit, il n'y a rien à faire et souvent les jeunes, les ados, ont un chronotype très tardif. Et comme ils n'ont rien à faire, eh bien ils vont dans les lieux où il y a une activité. Ça va être les boîtes de nuit par exemple, ou alors s'ils restent chez eux seuls, ils vont jouer aux jeux vidéo. Et c'est pas les boîtes de nuit ou les jeux vidéo qui font que les jeunes se couchent tard, c'est l'inverse, c'est parce qu'ils se couchent tard qu'ils vont avoir ces activités-là. Et cette question en fait du chronotype qu'on a, du fait qu'on soit plutôt de la nuit ou du jour, ça a beaucoup d'influence sur nous. Par exemple, il y a des gens qui vont devenir musiciens, qui vont devenir artistes, parce qu'ils vivent plutôt la nuit, qui peuvent faire des concerts, parce que la nuit on est plutôt seul, et que ça attire plus l'inspiration, la création, et les mondes un petit peu, et on peut un peu plus participer au monde de la nuit, au monde alternatif. Et quand on vit plutôt de jour, par contre, quand on se lève plutôt tôt le matin, eh bien on va être très adapté à une vie plus productive, plus conforme, dans une boîte, etc. Et c'est intéressant de se dire que finalement c'est des petites choses comme ça, des petites différences très concrètes et en fait génétiques à la base, qui nous poussent dans des directions très différentes. Finalement, les gens qui sont artistes, qui se pensent être artistes, qui se pensent être non conformistes, sont peut-être juste des gens
qui ont un chronotype tardif et des journées un peu plus longues internes. Alors peut-être que vous vous prenez pas du tout pour un artiste, mais qu'en fait c'est juste que vous avez une journée plus courte et que vous vivez plutôt le jour et que vous êtes juste adapté au monde actuel. Mais voilà, c'est un truc moi qui m'a beaucoup surpris d'apprendre ça, en fait, de réaliser que peut-être qu'en fait beaucoup de mes choix de vie personnels, beaucoup de mes directions étaient certainement liés au fait que j'étais plutôt quelqu'un de la nuit. Pour revenir à l'explication en fait des chronotypes et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt de la nuit, des gens qui sont plutôt du jour, en fait ce qu'il y a c'est que les gens qui sont plutôt de la nuit sont des gens qui ont des journées plus longues. Et les gens qui vivent plutôt le matin, qui ont plutôt envie de se lever tôt, sont des gens qui ont des journées plus courtes. En fait, on se pose souvent la question de se dire « Ah, j'aimerais moins dormir ». J'aimerais, si vous dormez 10 heures par nuit, vous vous dites « Comment je fais pour dormir 8 heures par nuit ?» C'est une mauvaise approche, a priori, parce qu'on a besoin de dormir, on a besoin de pas être fatigué, il n'y a pas tellement de moyens de sortir en fait de ce besoin-là de dormir beaucoup, pour être plus en forme. Vous avez peut-être vu des études passer, des gens qui disent oui, il y a les gens qui vivent le plus longtemps, ils dorment 8 heures par nuit, je sais pas, tel mec qui fait des trucs de fou dans sa vie, il dort 5 heures par nuit, donc il faudrait faire comme ça. C'est du caca. Globalement, on parle simplement de corrélation. C'est pas la même chose de dire que la plupart des gens qui dorment 8 heures vivent plus longtemps, et de dire que vous, qui avez un rythme de dormir seulement 5 heures ou de dormir 10 heures, si vous changez votre temps de sommeil, tout d'un coup vous allez vivre plus longtemps. Parce que la causalité n'est pas la corrélation. Donc ça, on s'en fout. Le fait est que dans les expériences, ce qu'on voit dans la pratique, c'est qu'on peut pas, c'est très dur de se forcer à dormir plus, et c'est très dur de se forcer à dormir moins. Faites juste en sorte de ne pas être fatigué, et tout ira bien en termes de sommeil. Et donc ce que je disais, c'est que on veut souvent arriver à dormir moins, mais on se pose pas la question de et si en fait on veillait plus? À quoi ça servirait de dormir moins? Pourquoi est-ce qu'on ne veillerait pas plus plutôt? Est-ce que ce serait pas bien, au lieu de vivre, 18 heures 18 heures ou... non, les gens vivent plutôt 16 heures par jour, je dirais. Au lieu de vivre 16 heures par jour, pourquoi est-ce que vous voudriez pas plutôt vivre 18 heures par jour? Ce serait pas plus intéressant? Alors le problème, c'est qu'on devient décalé par rapport à la société, et par rapport à ce rythme de 24 heures qui nous est imposé par le soleil. En fait, la raison pour laquelle certains se couchent très tard et se lèvent tard, et inversement, se lèvent tôt et se couchent tôt, c'est pour changer leur temps interne. C'est-à-dire que les gens qui se lèvent tard et se couchent tard sont toute leur journée dans une phase de compression. Ils essaient de compresser leur temps interne, leur journée interne. Comme ils ont un rythme légèrement supérieur à 24 heures, de peut-être 25 heures, 26 heures par jour, ils ont besoin de le compresser. Et comment on fait pour ça? Eh bien, on vit la nuit. On essaye d'avoir moins de signes, on appelle ça des Zeitgeber dans le domaine, c'est de l'allemand, des choses qui nous donnent des signes du temps, et donc on vit la nuit pour avoir moins de Zeitgeber, avoir moins de lumière de soleil en fait, et ça nous fatigue. Et ça nous permet d'avoir une journée un peu compressée, on a réussi à la réduire un petit peu, à la rapprocher un peu de 24 heures. De la même manière, les gens qui vivent plutôt le matin, qui se couchent tôt, ils vont faire un truc, c'est qu'ils vont s'exposer à un maximum de lumière de soleil, avoir un maximum de Zeitgeber, et ça va les aider parce qu'en fait, de cette manière, dans leur journée, ils sont en expansion de leur temps interne. Ils essayent de passer de leurs 22 heures de cycle de journée normale à un plus gros cycle de 24 heures. Et donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de se lever tôt, de prendre de la lumière, de prendre des Zeitgeber pour se recaler en fait sur ce rythme, sur ce cycle qui nous est imposé par le soleil en fait. Si on n'est pas dépendant de ces de réalités écologiques en fait, de la lumière du soleil, de la chasse, de la pêche, du champ, etc., eh bien on peut peut-être faire autrement. Moi c'est un peu ce que je fais. Alors il y a des gens, je l'ai pas expérimenté ça personnellement, mais il y a des gens qui essayent de vivre totalement indépendamment du rythme extérieur, donc d'avoir des grosses journées et des grosses nuits, et d'être totalement déconnectés de chaque jour. En gros leur journée chevauche les journées du calendrier. Et ils s'en fichent totalement, ils ont un rythme de 26 heures, 27 heures, ça leur va très bien. C'est un truc apparemment qui serait pratiqué dans la Silicon Valley par des gens qui passent leur journée sur des ordinateurs et qui du coup peuvent être maintenus éveillés par ces lumières bleues qui ont tendance, quand on est sur un ordinateur, vous le savez sûrement, on a tendance à être moins fatigué, à pouvoir passer de longues journées aussi parce qu'on se dépense moins physiquement. Et donc il y a des gens comme ça qui s'en foutent totalement du calendrier.
et qui décident voilà, de juste vivre leur journée non-stop. Je pense que je le testerai un jour ce truc-là, ça doit être marrant. Il y a une autre solution, plus simple, que moi je teste, que j'ai appris en fait assez récemment pour cette question du recalage. Parce que c'est vrai que c'est pratique quand on vit dans la société, de pouvoir se lever tôt le matin, dans certains cas, et de voir un peu plus la lumière du jour. Ma solution actuelle, qui marche assez bien, que je teste depuis quelques mois, c'est que je vais vivre ma journée, mon rythme naturel, ma journée naturelle, me lever à l'heure à laquelle je me lève. J'accepte que petit à petit, quand les semaines avancent, quand les mois avancent, que je me lève de plus en plus tard et me couche de plus en plus tard, jusqu'à arriver à un point où voilà, je me lève à 14, 15 heures, quoi, très tard dans la journée, et je me couche le matin, quand il commence à faire jour. Et à ce moment-là, ce que je fais, plutôt que de me faire souffrir pour me forcer à me coucher plus tôt alors que j'ai pas du tout envie de dormir, ce que je vais faire, c'est que je vais passer une nuit blanche. Une fois de temps en temps, je vais passer une petite nuit blanche, pas un truc hardcore, hein, je peux peut-être dormir 1 ou 2 heures avant, puis ensuite vivre ma journée. Je vais essayer de passer une journée où je vais me maintenir éveillé, en marchant dehors, en prenant des lumières du coup, en faisant des choses simples pendant ce jour-là, et arriver le soir et être plus fatigué, et pouvoir redormir et me recaler sur un rythme un peu plus... C'est un truc qui peut marcher. Et c'est un truc vraiment auquel j'ai pensé en particulier parce que j'ai fait une expérience qui est d'utiliser une de ces apps, alors la mienne c'était Sleep Cycle, une app sur téléphone qui permet de mesurer le temps de sommeil. Et ce que j'ai observé en fait sur mon app, c'est... je savais pas trop ce que je voulais observer d'ailleurs à la base, je l'utilisais, ça permet de voir ses cycles de sommeil avec le son, et donc c'est intéressant, on voit ces cycles, et ce que j'ai observé surtout, ce que j'ai appris, c'est que je dormais pas tant que ça. Pendant longtemps, j'étais convaincu que je dormais énormément. 10 heures, en fait, je pensais que je dormais 10 heures par jour, mais je pense que ça a jamais été le cas vraiment. Mais que par contre, dans la difficulté en fait de me recaler sur un rythme de journée normale, je me suis beaucoup forcé à me coucher tôt, et je me suis rendu compte que je passais vraiment beaucoup de temps à essayer de m'endormir, environ 1 heure, ce qui est pas normal. La plupart des gens s'endorment un peu plus vite. Et donc en réalisant ça, et ça je le vois, ça se voit bien sur les apps, parce qu'en fait les apps vous disent, en fonction du bruit que vous faites et des mouvements que vous faites, elles vous disent si vous dormez ou si vous ne dormez pas. Et donc ça m'a permis de voir que vraiment, j'avais des nuits, entre guillemets, qui pouvaient durer 9 heures, 10 heures, et des nuits qui pouvaient durer 8 heures, mais dans tous les cas en fait je dormais toujours 8 heures, ou un peu moins. Et il n'y a pas de jour où je dormais effectivement 10 heures, il n'y a pas de jour où je dormais naturellement 6 heures, non, je dormais vraiment, j'étais vraiment dans un état de sommeil, 8 heures à chaque fois de manière très constante. Mais par contre, voilà, souvent j'allais au lit alors que j'étais pas fatigué pour essayer de me recaler en fait, sans vraiment y arriver. Et donc j'ai commencé à changer un peu d'approche et à vouloir adopter cette méthode de juste adopter mon rythme, accepter de vivre plus longtemps que la plupart des gens, et donc continuer à créer, continuer à lire, à écrire, à faire des choses la nuit, sans me mettre la pression, et juste faire des nuits blanches de temps en temps pour me recaler. Un autre truc que j'ai découvert aussi cette année, vraiment efficace, quand je suis dans un moment où je veux me recaler un peu, me coucher un petit peu plus tôt, c'est de faire du sport, mais pas seulement faire du sport, plus particulièrement de la musculation, et plus particulièrement soulever quelque chose de lourd. Je suis pas tout à fait sûr que... Alors le sport ça fatigue, mais des fois j'ai pas forcément le sentiment qu'en général ça permet de vraiment se coucher plus tôt. Parce que ça a un côté aussi excitant en fait, surtout si vous le faites assez tard. C'est un côté aussi un peu réveillant quoi. Si vous faites un foot dehors avec vos potes, vous allez pas forcément vous coucher plus tôt le soir. Enfin, si peut-être, mais c'est assez mitigé. Alors que par contre, le fait de soulever un truc très lourd dans la journée, faire un deadlift ou un truc comme ça, j'ai l'impression que ça fait une sorte de décharge hormonale. Ça crée une réaction qui, moi, me donne extrêmement envie de dormir, qui me fatigue énormément à la fin de la journée. Et c'est un moyen assez simple, parce que ça va vite en plus, ça se fait en 10 minutes quoi. En 10 minutes, vous pouvez vous créer une fatigue énorme dans la journée. Et je réserve souvent le deadlift, voilà, qui est le mouvement le plus lourd pour moi, le soulevé de terre, je le réserve à un jour où je sais que j'ai envie de me coucher un peu plus tôt. Ou peut-être je me suis un peu couché tard et que j'ai un peu envie de me recaler. Je sais que ça va m'aider. Alors ça va aussi influencer le temps de sommeil, hein, mais voilà, ça m'aide si j'ai envie de revenir sur un rythme un peu plus normal pendant quelques temps. Alors j'en profite pour préciser, sur ces nuits blanches, c'est sur le fait de se couper un peu de son rythme habituel parfois et de moins dormir, c'est que je le fais avec beaucoup de précautions, parce que c'est
Un des trucs les plus importants que j'ai appris sur le sommeil, et en fait le truc le plus important que je vais dire dans ce podcast pour beaucoup d'entre vous, peut-être même pour vous tous, c'est que le sommeil, bien dormir, ne pas être fatigué, ne pas manquer de sommeil, c'est le truc le plus important, pour moi en tout cas, pour ne pas tomber malade, pour être en bonne santé. En particulier en hiver, mais pas seulement. De manière générale, si je remonte sur les 10 dernières années, puis même avant, quasiment à chaque fois que je tombais malade, c'était un moment où je manquais de sommeil. Et c'est pour moi le facteur le plus important. J'ai fait pas mal d'expériences dans ma vie, que ce soit avec le sommeil, que ce soit avec la nutrition, avec le froid aussi, et je dirais que le plus important de très loin c'est le sommeil. La nutrition, j'ai lu beaucoup de choses comme quoi voilà, ça pouvait avoir un impact sur la santé aussi sur le court terme, qu'on pouvait le sentir. Vous allez changer votre alimentation, puis tout d'un coup vous allez avoir plein d'énergie, etc. J'ai pas vraiment ressenti de choses comme ça dans ma vie. J'ai pas remarqué qu'en améliorant ma nutrition, vraiment je me sentais mieux, je tombais moins malade, j'ai pas remarqué ça. J'ai remarqué des différences au niveau de la peau. Alors la peau peut être un indicateur de santé, mais à part ça pas tellement. Et sur le froid, j'ai remarqué des grandes différences avec les douches froides, notamment avec mon rapport au froid de l'air en hiver. Donc ça a certainement un effet qui fait que je tombe moins malade et que je résiste mieux à l'hiver, mais j'avais commencé à m'intéresser vraiment au froid à une époque où j'avais déjà bien compris qu'il fallait que je dorme beaucoup pour ne jamais tomber malade, qu'il fallait que je sois jamais fatigué. C'était pas un facteur ultra déterminant pour moi de prendre des douches froides pour être vraiment en ultra meilleure santé. Et depuis que j'en prends, depuis que je pratique des méthodes pour résister au froid, que je me détends face à l'air froid, eh bien je dirais pas que tout d'un coup je peux me permettre de pas dormir et de faire des nuits blanches tous les jours et voilà, je veux pas être malade pour autant. Le facteur le plus important, c'est de bien dormir, de pas être fatigué. Après, il y a des débats sur le long terme. Est-ce que y a des corrélations entre les gens qui dorment peu, je crois, 6 ou 7 heures et qui vivent longtemps, mais ce sont exactement ça, c'est-à-dire des corrélations. Ça veut pas dire que si vous avez un chronotype tardif et que vous avez besoin de beaucoup d'heures de sommeil, et en fait aussi de beaucoup d'heures de vie, de journée, eh bien, d'après moi, ce que j'ai lu, d'après ce que je sais, vous devez pas vous forcer à dormir moins, à essayer de compresser votre nuit. Essayez déjà de compresser votre journée, mais compressez pas votre nuit. Dormez comme vous avez besoin parce que vous allez peut-être tomber malade si vous êtes comme moi très sensible à ce facteur-là. Mais de toute façon, c'est pas que mon expérience personnelle. Alors, vous allez sur Google, vous allez taper comment ne pas tomber malade. On va vous dire de bien dormir et de vous laver les mains et de bien manger. Donc, enfin, c'est un truc assez universel, quoi. On sait que bien dormir c'est important pour être en bonne santé. Mais même sur le long terme, pour l'espérance de vie, faut pas croire les corrélations. C'est pas parce que les gens qui dorment peu vivent longtemps que vous devez vous forcer à dormir peu. Ça n'a pas de sens de croire ça. Parce que, je vous le disais, le besoin de sommeil, la fatigue, le chronotype, ce sont des choses très génétiques. A priori, on sait ça. C'est pas utile de se forcer. Alors à ce propos-là, j'en profite pour parler d'un truc. Il y a un concept qui est très défendu, non pas par des neuroscientifiques, par des gens qui étudient le cerveau dans sa réalité matérielle, mais par des psychologues. Ce concept qui est défendu par eux, c'est le fait de se lever tôt le matin et à une heure régulière. Alors, pour sortir de la dépression par exemple, pour se sentir mieux en fait dans sa vie de tous les jours. Voilà aussi c'est peut-être lié à la vitamine D, de prendre de la lumière, etc. Alors je comprends totalement l'intérêt de ce conseil-là, et si c'est un conseil qui est autant donné, qu'on entend voilà, parmi les psychologues, c'est sûrement qu'il a un intérêt, qu'il a du sens pour les gens qui sont dans des phases dépressives. Je dirais juste que si vous avez un chronotype très tardif, et que vous vous forcez à vous lever tôt, ce qui va se passer, naturellement, c'est que vous allez avoir beaucoup de Zeitgeber, et donc vous allez étendre votre journée au lieu de la compresser. Ça va être encore plus dur pour vous de vous caler sur le rythme des 24 heures universel, et ça risque d'entraîner pas mal de complications pour vous. Maintenant, c'est vrai que si vous avez une vie très chaotique, que vous êtes enfermé chez vous, ça peut être intéressant de se lever un peu plus tôt, d'avoir accès à la lumière du jour, d'avoir de l'ordre dans sa journée dès le début, dès le matin. Ça peut être quelque chose d'utile, d'avoir de la répétitivité dans votre vie grâce à ce réveil très régulier, mais pour ma part, c'est pas du tout la voie que je suis. Et voilà, j'ai essayé déjà suffisamment d'années avec les cadres d'école, etc. Et de travail, j'ai déjà essayé assez longtemps de faire ça. Je sais que ce n'est pas terrible pour moi, pour plein de raisons. Mais bon, voilà, c'est comme tout ce que je dis dans ce podcast, c'est des choses qui sont essayées, qui dépendent peut-être des personnes, et il n'y a pas de modèle
universelle. Mais si cette méthode ne marche pas pour vous, si après des mois à faire le Miracle Morning, à essayer de vous réveiller à 7h du matin avec une alarme, etc., et qu'après des mois de faire ça, vous n'allez pas mieux, vous vous sentez mal, bah sachez qu'il y a d'autres voies possibles, il y a d'autres modèles qui sont proposés dans le rapport au sommeil. Vous pouvez essayer de dormir un peu différemment, accepter de vous lever tard, de travailler tard, d'avoir un chronotype tardif, vous pouvez créer la nuit, et puis de temps en temps, vous avez une mini-nuit blanche, où vous allez peut-être dormir 1 heure ou 2 seulement, puis essayer de vous recaler comme ça, une fois toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, comme je le fais. Donc voilà tout. Alors, maintenant on va parler un petit peu d'autre chose. On va parler un peu de sommeil, on a déjà évoqué un petit peu ça, et de l'intérêt du sommeil. Pourquoi est-ce qu'on dort ? Bah, il y a plusieurs théories sur ce sujet-là, il y a surtout des doutes, il y a des hypothèses, il y a des modèles qui sont très susceptibles de changer dans les prochaines années. D'ailleurs, en vérité, tout ce que je vous ai dit précédemment est susceptible d'être faux et de changer durant les prochaines années. C'est un sujet sur lequel on est assez novice, sur lequel on a encore très peu de certitude de sommeil. On comprend pas forcément fondamentalement pourquoi est-ce que tous les êtres vivants dorment alors que ça a un coût en termes de risque énorme. L'intérêt du sommeil, un des intérêts du sommeil chez les humains en tout cas, c'est la dépotentiation. La dépotentiation, c'est un phénomène en fait d'accalmie nerveuse, de réduction de connexion synaptique, de réduction d'activité cérébrale en fait nerveuse, qui est très utile et qui se traduit par un sentiment de calme. Le matin, vous êtes plus calme que le soir et vous vous sentez moins énervé, littéralement, que le soir. Le matin, c'est pour ça qu'on parle souvent de cette idée que la nuit porte conseil. Parce que la nuit, avant de dormir, on a encore plein de connexions qui sont inutiles, qui sont faites dans notre cerveau, plein de bruits cérébral, plein de bruits nerveux et synaptiques, dont il est important de se débarrasser. En fait, ce que fait la nuit, c'est qu'elle élimine le bruit et augmente le signal. Alors là, il y a des gens qui comprennent, qui ont peut-être fait plutôt des études scientifiques, mais si ça vous parle pas trop l'idée du bruit et du signal, essayez d'imaginer. Alors pour ceux qui font du montage audio, c'est facile, hein, vous imaginez le bruit de fond, qui est constant, et ben vous le rabaissez, puis vous augmentez les ondes qui correspondent aux voix, qui correspondent aux instruments, bah ça c'est le signal. Et c'est plus important. Pour ceux à qui ça parle toujours pas, cette idée du bruit et du signal, on pourrait parler d'une image par exemple, si vous avez une peinture sur laquelle vous allez balancer plein de couleurs différentes, et au milieu de cette peinture, il y a une personne qui va utiliser une... Autant mon image est complètement nulle en fait, je suis en train de dire n'importe quoi. Visuellement, je sais pas tellement comment faire la différence entre le bruit et le signal. Voilà, vous pouvez imaginer peut-être une sculpture, voilà, une sculpture, une vieille sculpture de l'Antiquité, très belle, mais qui a été recouverte avec les années par des bouts de poussière. Voilà, la pierre s'est un petit peu érodée, il y a un peu de matière qui s'est ajoutée. Bon bah voilà, vous allez la tailler en fait. Vous allez enlever ce qui sert à rien. Vous allez enlever le bruit. Et à la fin, il va vous rester une belle statue. Une belle statue de l'Antiquité. Il y a quelque chose d'assez similaire aussi dans les réseaux neuronaux qui se créent durant la journée. Il y a beaucoup de connexions qui se font entre des événements, entre des sensations, des choses que vous avez entendues, des choses que vous avez vues, et la nuit permet de réduire ces connexions. Et les choses qui restent vont s'incruster dans votre mémoire. Les choses qui restent, en fait, souvent, ça va être les choses qui sont liées à des fortes émotions. Les émotions sont utiles d'un point de vue mémoriel. La mémoire est à accès émotionnel. Ce sont les émotions qui nous permettent d'accéder à la mémoire, et c'est les émotions qui permettent à un événement, à des liens, à des concepts d'accéder à la mémoire. Et donc plus une émotion est forte, plus elle va rentrer dans votre cerveau, et moins elle va être éliminée par la nuit. Et c'est aussi une question de répétition. Si vous voyez quelque chose tous les jours, la connexion neuronale va rester, elle ne sera pas éliminée. Par contre, le bruit, toutes les choses inutiles qui se sont accumulées pendant la journée, peut-être les petites frustrations, les petites tracas de la journée, ça va être éliminé. Ça va être abaissé, ça va être réduit, on va enlever ce bruit en fait, nerveux. Donc ça c'est une théorie, c'est un modèle, une hypothèse sur le fonctionnement, l'intérêt du sommeil. Ce qui est assez intéressant parce que fondamentalement ça voudrait dire que dormir d'une certaine manière c'est apprendre. Vous avez peut-être entendu que dormir c'était utile pour mémoriser, qu'il fallait faire une sieste juste après avoir appris quelque chose, etc. Et qu'il y avait un lien entre le sommeil et l'apprentissage. Alors c'est vrai, on retient mieux quelque chose
si on la prend juste avant de dormir, même si c'est une sieste, des expériences en fait qui ont été faites dans ce sens-là. Il en est question dans le livre The Secret World of Sleep, dont l'autrice est aussi une neuroscientifique qui a étudié le sommeil. Et donc c'est bien de dormir juste après avoir appris quelque chose pour mieux le retenir, grâce à ce phénomène-là. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça va plus loin que le simple lien entre le sommeil et l'apprentissage. Le sommeil est fondamentalement une forme d'apprentissage, de ce point de vue-là. Pour ce modèle-là, c'est une forme d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous fait passer du globi-boulga d'informations au savoir important qu'il y a à l'intérieur de ce bruit d'informations que vous avez accumulé pendant la journée. Tant qu'on est sur le sommeil, l'intérêt du sommeil, on va parler des rêves, parce que c'est une partie importante du sommeil. Parce que ce que j'ai appris en lisant sur le sujet, vous pensez peut-être qu'il y a des phases de rêve et des phases de non-rêve, le REM sleep et le sommeil profond. Ce que nous dit les neuroscientifiques aujourd'hui, il y a 20 ans c'était différent, c'est que on rêve en fait pendant les différentes phases de sommeil, pas seulement pendant le REM sleep, c'est-à-dire le sommeil actif, dans lequel on a les yeux qui bougent un peu dans tous les sens. On peut avoir des rêves à d'autres moments en fait de la nuit. Et c'est un truc important. A priori, la plupart des rêves, il y a plein de théories du coup, mais d'après certains neuroscientifiques, la plupart des rêves sont liés à des situations de danger, jusqu'à 70%. C'est encore plus le cas pour les gens qui vivent par exemple en Palestine ou dans des lieux où ils sont souvent confrontés à du danger. Cette proportion augmente et ça indiquerait en fait que le rêve serait en grande partie un moment d'entraînement, de simulation de situations de danger pour s'y préparer rapidement en cas de problème dans la vraie vie. Et ce serait une forme de répétition en fait, on n'a même pas forcément besoin de se rappeler, mais dans notre cerveau, les connexions se font sur qu'est-ce qu'il faut faire en cas de danger. Et c'est un peu une manière d'appuyer sur ce qu'il est important de retenir, sur les connexions neuronales qu'il est important de faire durant la nuit. Alors après, le rêve peut être hacké, peut être réutilisé, détourné à des fins de créativité, c'est quelque chose qui a été beaucoup fait, notamment par des musiciens, par des peintres. Si vous êtes musicien, ou si vous êtes créateur d'images, vous savez à quel point c'est dur d'imaginer une image à partir de zéro, de composer une image à partir de rien du tout. Voilà, sans faire de photos, vraiment imaginer l'image, totalement. Ou, si vous faites de la musique, vraiment composer de la musique de rien, et pas partir de travail existant, c'est très très compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens ne le font pas. Mais, avec le rêve, vous pouvez, sans même réfléchir, imaginer de la musique, imaginer des notes, imaginer différentes couches de notes qui se superposent facilement. Et pareil pour les images, très naturellement, quand vous rêvez, vous avez des belles images, bien composées, agréables à regarder, qui se forment dans votre esprit. Et on n'en est pas capable, en tout cas moi je ne suis pas capable, de le créer comme ça naturellement, simplement en réfléchissant. Vous êtes dans un état en fait de créativité qui est immense, puisque en fait tout se mélange à l'intérieur de votre esprit, et vous utilisez beaucoup de savoir, beaucoup de mémoires différentes que vous avez dans votre cerveau, pour créer de nouvelles choses, qui sont pas vraiment nouvelles en fait, puisque c'est des liens entre des choses que vous connaissez, mais les barrières en fait tombent entre les différentes parties de votre cerveau, entre les différentes informations accumulées, et c'est un moment très important de votre journée, de votre vie, puisque tout se mélange en fait, tout se lie, et d'ailleurs ça fait partie de ce processus d'apprentissage, c'est-à-dire que les rencontres, les choses que vous avez apprises se lient tout d'un coup et forment un tout qui est en quelque sorte cohérent. Et pour ça, le rêve, c'est très important. Alors pour cette technique-là de créativité, ça peut paraître compliqué de les mettre en place comme ça volontairement, mais c'est pour moi la partie la plus intéressante dans le rêve lucide. J'ai pratiqué, vous le savez, le rêve lucide pendant des années. Je pourrais même pas compter, ça fait plus de 2 ans, mais je l'ai refait, j'ai arrêté, c'est un truc que j'ai exploré pendant longtemps. Alors le rêve lucide, c'est le fait de prendre conscience qu'on rêve dans son rêve. Ça passe par le fait de faire des tests de réalité dans la journée pour prendre l'habitude en fait de tester la réalité. Quand on prend l'habitude de tester la réalité, par exemple en se pinçant, enfin ça marche pas très bien, mais en sautant, en essayant de compter le nombre de doigts qu'on a, en essayant de lire, eh bien on voit des réactions bizarres. Par exemple, on n'arrive pas à lire, on peut traverser sa main, on voit qu'on a 6 doigts. Quand on saute dans un rêve, on atterrit assez tardivement en général. Voilà, on a plein de choses comme ça, plein de tests qu'on peut faire. Un autre truc qui marchait bien pour moi concrètement,
c'était de me demander d'où je venais, où est-ce que j'étais juste avant. Dans un rêve, souvent, on sait pas où on était juste avant, dans la réalité, on le sait, en général. Sauf si on s'est fait enlever. Et en prenant l'habitude de tester la réalité durant la journée, on garde cette habitude durant la nuit. Et ça peut créer des états de conscience, de prise de conscience, de lucidité qui nous permettent d'influencer notre rêve, voire de le contrôler. C'est-à-dire que vous pouvez vous envoler, vous pouvez faire plein de choses comme ça. Aller dans le pays où vous voulez, passer du temps avec qui vous voulez. Et toute la clé en fait du rêve lucide, c'est de pas essayer d'être trop dans le contrôle. D'être dans un juste milieu entre le contrôle et l'acceptation, parce que si on essaye de trop contrôler, souvent on se réveille. On n'est plus en train de rêver. On est juste en train de songer, d'imaginer, et ça ne marche plus. L'intérêt du rêve lucide, c'est que on a aussi une très grande précision dans la conscience, dans la clarté, et ce qui est vraiment étonnant quand on pratique le rêve lucide et qu'on a une bonne mémoire de rêve, c'est que ça ressemble vraiment beaucoup à la réalité. Et ça, c'est assez troublant, je dois dire. Un truc vraiment important pour pratiquer le rêve lucide, avant même de réfléchir au rêve lucide, c'est d'avoir un cahier de rêve et d'augmenter son rappel de rêve, sa mémoire de rêve. Son rappel de rêve s'augmente donc surtout en écrivant, ça prend du temps. Moi au début, j'écrivais un mot, une couleur que j'avais dans mon rêve, un son que j'entendais, et c'est tout. Et au bout de quelques temps à faire ça tous les jours, à écrire tous les matins dans mon carnet de rêve, tout ce que j'avais vécu dans la nuit, au bout de quelques temps à faire ça, eh bien, je pouvais écrire des pages et des pages en fait. Enfin, en fait, j'écrivais pas tout à un moment parce qu'il y avait trop de choses à raconter quand je me réveillais le matin. Et très vite, en fait, on peut augmenter sa mémoire de rêve et ça nous donne une deuxième journée dans la journée. Alors aujourd'hui, c'est plus un truc que je pratique. J'essaye à nouveau de le pratiquer par rapport à la créativité. Je le pratique plus aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose d'assez addictif, il y a quelque chose qui relève un petit peu de la déréalisation aussi, hein. Quand on passe la journée à se demander si c'est un rêve ou la réalité, c'est un peu flippant en fait. J'avais un petit R écrit sur la main aussi au stylo, tous les matins je l'écrivais. Alors R avec un point d'interrogation, les gens me demandaient ce que ça voulait dire. Ça m'arrivait même aussi des fois d'aller voir des gens, de leur demander s'ils étaient réels, des gens que je connaissais pas, leur demander si c'était un rêve ou si c'était la réalité, et ça me donnait cette habitude en fait de refaire ça dans la nuit. Ça, c'est un peu flippant quoi, on peut un peu basculer, et puis on peut vite préférer la nuit au jour, on peut préférer les rêves à la réalité très naturellement. Et surtout quand ça, en fait ce qui est le plus étonnant, c'est que quand ça dure longtemps quoi, quand vous vous rappelez bien de vos rêves, c'est une partie importante de votre journée. Et c'est un moment qu'au bout d'un moment vous êtes vraiment content de vivre. Mais oui, ça demande aussi beaucoup de discipline, beaucoup d'énergie durant la journée, ça demande un certain coût en fait dans ce que vous faites dans la journée. C'est une expérience je pense à faire dans sa vie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis plus trop là-dedans, je suis un peu plus terre à terre. Sauf en matière d'exploration, de créativité, je pense que je me replongerai là-dedans quand j'essaierai de créer vraiment des images et des sons. Donc voilà pour le rêve lucide. Avec un peu de volonté, un peu de discipline, vous allez y arriver. C'est un très bon exercice pour exercer sa discipline, dans un premier temps, parce que voilà, il s'agit d'écrire le matin, d'avoir l'habitude d'écrire un journal, ce qui est très bien, pour plein de raisons psychologiques. Et c'est aussi savoir le soir, moi ce que je faisais, c'est que vraiment, et ce que je fais même encore aujourd'hui en vrai, c'est que je me mets dans mon lit, et je répète plein de fois, je rêve 1, je rêve 2, je rêve 3, je rêve 4, je rêve, jusqu'à ce que je m'endorme. Donc ça c'est une forme de méditation. Ça peut m'arriver d'aller jusqu'à 1000, voire plus. Souvent au bout de 600, je rêve, je commence à m'endormir. En même temps, je ferme les yeux, j'imagine des images. En fait, j'essaye de créer artificiellement ce qu'on appelle le sommeil, alors je crois que ça s'appelle le sommeil hypnagogique, je crois. En fait, c'est un sommeil où vous ne bougez plus, votre corps s'immobilise, et en même temps, votre conscience est là, elle est présente. Et en fait, ce que vous essayez de faire, c'est de forcer votre corps à s'arrêter, et pour ça, il suffit de ne plus bouger, vous bougez pas le petit doigt, vous trouvez la bonne position, vous essayez d'avoir moins de couverture, moins de vêtements, parce que la nuit, quand on s'endort, on est un peu plus chaud, et on est moins frileux. Donc il faut s'adapter, parce que si vous comptez jusqu'à 300 je rêve, votre température interne sera différente, et vous devrez bouger pour enlever la couverture par exemple, et donc il faut prévoir ça. Et donc vous allez répéter sans bouger quelque chose dans votre tête, essayer d'avoir des images qui va faire que votre corps va s'endormir, et qu'en même temps votre conscience va rester éveillée. Ça c'est bien, pour rentrer progressivement dans un état de rêve. Alors ça peut aussi provoquer un truc, enfin c'est quasiment la même chose qu'une paralysie du sommeil,
provoqué volontairement en quelque sorte. Et ça, la première fois que ça vous arrive, ça peut être flippant. Je pense que c'est parmi les pires peurs que j'ai eues dans ma vie, avec vraiment, quand je savais pas ce que c'était, quand je savais pas le nom que ça avait, j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. Et voilà, c'est un truc flippant, vous pouvez regarder des choses là-dessus, mais la paralysie du sommeil, vous inquiétez pas, si un jour vous sentez que votre corps ne bouge plus et que votre esprit est encore présent, essayez quand même de fermer les yeux et rentrer dans un état de rêve, accepter un état de rêve, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Ouais, c'est une expérience assez folle que j'ai vécue en fait les premières fois que j'ai essayé de faire ça. Et c'est vrai que je le vis plus aujourd'hui probablement parce que je rentre dans un état de rêve avant d'être bloqué en quelque sorte là-dedans. C'est un état qui nous fait souvent avoir des hallucinations. Si vous êtes conscient de ce que c'est que le rêve lucide, etc., ces hallucinations pourront devenir choisies. Vous pourrez par exemple un peu entrouvrir les yeux, avoir des petites visions de choses autour de vous, et les modifier volontairement dans cet état de paralysie du sommeil. Donc avec le temps, avec l'habitude, avec la capacité à faire des rêves lucides, ces paralysies du sommeil deviennent quelque chose de plutôt positif. Un autre truc que j'ai appris un peu dans les livres un peu classiques de motivation, de dev perso, c'est le pouvoir du réveil volontaire. Il en est question, je crois, dans Miracle Morning. Il y a une idée vraiment importante dans Miracle Morning qui dit qu'on peut se réveiller simplement si la nuit, on se réveille avec l'idée qu'on va se réveiller tôt. Et c'est un truc que vous avez sûrement déjà expérimenté. Vous avez un avion à prendre, vous avez un examen, etc. Et vous vous réveillez tôt, en prévision, en fait, avant même votre alarme, votre réveil matin. Alors que vous étiez, par exemple, couché tard. Ça, c'est un truc qu'on peut faire. Et on a un niveau de conscience en fait, plus élevé qu'on ne le croit durant la nuit, qui nous permet de nous forcer à nous réveiller plus tôt. Ce qui peut être beaucoup plus agréable que le simple fait d'avoir une alarme, d'avoir un réveil matin. Maintenant, j'aimerais parler du sommeil polyphasique, vu que c'est un sujet très en vogue, de mon expérience par rapport à ça, et aussi de mon relatif scepticisme par rapport à cette pratique. Maintenant qu'on a parlé de l'importance du sommeil pour l'apprentissage, et notamment de toutes les phases du sommeil, et pas seulement des phases de sommeil paradoxal, c'est-à-dire celui des rêves, celui qui est le plus actif, mais en fait le sommeil profond et ce moment avec des ondes à plus basse fréquence, pourquoi c'est aussi important en termes d'accalmie nerveuse, de dépotentiation, et bien pourquoi est-ce que il y a des raisons en fait d'être un petit peu sceptique vis-à-vis du sommeil polyphasique quand on adhère au modèle le plus admis aujourd'hui en matière de science du sommeil. Donc je suis sceptique par rapport au sommeil polyphasique parce que la théorie, en fait l'hypothèse qu'il y a derrière le sommeil polyphasique, c'est que seul le REM sleep, le sommeil paradoxal, compte vraiment. Celui du REM, ça veut dire REM, ça veut dire Rapid Eye Movement. L'idée c'est que ce serait seulement ce type de sommeil qui compterait, et en fait il suffirait, selon la théorie et le modèle du sommeil polyphasique, de dormir 4 fois ou 5 ou 6 fois dans la journée en REM sleep, avec des petites phases de 20 minutes où on dort dans cette phase-là, en s'y habituant, en s'y forçant, pour avoir moins besoin de sommeil, pour dormir seulement 3 à 4 heures par jour, au lieu de 8 heures habituelles. Alors la première raison pour laquelle je suis critique, c'est même pas celle-ci en réalité, parce que ça c'est des choses que j'ai appris finalement dans les dernières années, en étudiant le sujet plus en profondeur. Mon premier scepticisme, il était de ma propre expérience. J'ai essayé le sommeil polyphasique ça devait être en 2013 peut-être, 2014. Avant 2015 en tout cas, j'ai essayé le sommeil polyphasique sérieusement, notamment pendant une phase de 2 semaines où je me forçais vraiment à avoir un réveil pour avoir un sommeil en 4 phases exactement. Donc c'était un truc vraiment entre deux, pas trop hardcore en fait. Il y avait exactement une sieste de 20 minutes, ensuite il y avait un truc de 40 minutes je crois, puis il y avait une pseudo-nuit qui durait 2 heures et 2 heures, quelque chose comme ça. Donc un temps de sommeil inférieur à mon temps de sommeil habituel. Et voilà, j'ai essayé de faire ça pendant un certain temps et de me caler en fait sur ce type de sommeil là, donc c'était une période où je pouvais le faire, où j'avais pas d'impératif en termes de rendez-vous, etc. J'avais une relative liberté. Et ce que j'ai expérimenté était extrêmement violent en réalité, puisque j'étais toujours dans un état de zombitude, j'étais un zombie, littéralement. J'étais pas vraiment là quoi.
J'étais en danger quand juste je sortais de chez moi, si j'essayais de traverser la rue, je sentais que j'étais vraiment en danger. J'avais un sentiment d'irréalité aussi, un peu comme quand je pratiquais beaucoup de rêves lucides. Je faisais pas trop la différence entre le rêve et la réalité. Enfin, littéralement, c'est pas... Les gens disent ça un peu comme une expression, mais littéralement, j'avais du mal à faire la différence. Un peu comme quand, dans ces phases-là où je faisais beaucoup de tests de réalité. Et dans ces phases de sommeil polyphasique, ce que je voyais, c'était extrêmement difficile, et surtout, je ne me calais pas du tout. Enfin, mon corps ne s'habituait pas du tout à ce nouveau rythme, à cette nouvelle manière de dormir. Et ce qui est étrange d'ailleurs, c'est que j'avais pas forcément envie de dormir plus. J'avais pas de la fatigue dans le sens de l'envie de dormir. J'avais de la fatigue dans le sens où j'étais un zombie. Vous pouvez, au milieu de la journée par exemple, si vous avez fait beaucoup de sport, vous pouvez être complètement mort, et pour autant vous n'avez pas envie de dormir. Ce qui d'ailleurs me permet de dire un autre truc que j'ai pas évoqué, et qui est important dans l'apprentissage du sommeil, c'est que vous avez deux types de sommeil. Vous avez un type de sommeil qui est celui provoqué par votre horloge interne, qui vous dit qu'il faut vous coucher à telle heure ou à telle heure, et vous avez un autre type de sommeil qui vient de vos efforts en fait. Et donc une manière de raccourcir votre horloge interne, c'est pour ça que c'est de faire du sport, voilà, notamment la musculation, etc., qui vous permet de vous dépenser énormément rapidement. Par exemple avec un deadlift, ça fait une grosse décharge hormonale, qui vous permet de vous dépenser rapidement et d'augmenter votre deuxième type de fatigue, qui est la fatigue énergétique, je dirais, par opposition à la fatigue chronologique, qui est simplement, qui est le fait en fait de l'habitude. Mais donc pour revenir au sommeil polyphasique, quand j'ai essayé de me caler sur ce rythme un peu différent, pour à terme l'idée pour moi c'était de réussir un jour à dormir seulement sur des phases de 20 minutes tous les jours, toutes les 4 heures, et donc ça fait quoi, 5-6 fois par jour, pour limiter énormément mon temps de sommeil. Mon but à terme c'était ça, mais je voyais que même cette phase intermédiaire était extrêmement difficile et même littéralement dangereuse, c'est-à-dire que je pouvais pas sortir de chez moi sans pendant 2 semaines au moins me mettre en danger face au trafic quoi, dans la route. Donc si en plus on veut faire du sport, si on a un peu des interactions avec des gens, ça peut être très compliqué d'être dans cette phase de zombitude un petit peu longue. Mais je pense que je réessayerai un jour parce que je suis un peu fou. Et je réessayerai, mais je me fixe d'avoir au moins 3-4 mois de liberté totale, de tranquillité totale, être à l'étranger, avoir zéro obligation sociale possible, voilà, zéro obligation professionnelle, etc. Je me fixerai ça peut-être un jour dans ma vie. Pour l'expérience, pour la science. Et mais c'est pas ça la seule cause de mon scepticisme vis-à-vis du sommeil polyphasique. C'est pas seulement mon expérience, parce qu'après tout, voilà, je vais peut-être manquer de volonté, peut-être qu'il faut juste persister là-dedans. J'ai une troisième cause de scepticisme, en plus des modèles scientifiques sur ce que c'est que le sommeil, à quoi ça sert, et notamment les phases de sommeil profond, et en plus de mon expérience personnelle, c'est l'expérience des autres gens. Alors premièrement, il y a beaucoup de gens qui parlent de sommeil polyphasique, vous avez beaucoup de contenu sur internet, beaucoup de gens qui disent que c'est un truc révolutionnaire, qui va vous permettre de gagner énormément de temps, que c'est voilà un truc contrariant, etc., qui vous permet de penser différemment, etc., etc. Mais c'est vraiment peut-être l'un des sujets où il y a la proportion de gens qui en parlent et la proportion de gens qui disent je l'ai fait, je l'ai pratiqué, je le pratique en ce moment, qui est la plus haute. Vraiment, il y a peu de choses dans le monde dont les gens parlent sans le pratiquer à ce point-là. C'est vraiment exceptionnel. Vous savez, je suis un peu dans ce domaine-là je suis entouré de gens qui font des expérimentations, il y a des gens qui me contactent qui sont dans ces trucs-là. Et moi-même, j'ai essayé de rencontrer des gens qui pratiquaient vraiment le sommeil polyphasique. Et en face à face, j'ai rencontré quasiment une seule personne qui l'a pratiqué à une époque. Et le reste, c'est des gens sur les forums, mais même sur internet, même sur les réseaux sociaux. Quand on creuse, souvent les gens ne le pratiquent pas vraiment en fait. Ils disent qu'ils l'ont plus ou moins pratiqué, mais souvent, il y a beaucoup de détails qui sont omis. Ces détails, je vais vous les dire. Souvent, c'est le fait d'avoir des phases de méditation en fait assez longues, ou d'être vraiment très très inactif pendant la journée. Ce qui n'est pas un gain de temps incroyable, parce que souvent c'est une démotivation dans le sommeil polyphasique. Si vous dormez seulement 2-3 heures par jour, mais que pendant 4 heures par jour, vous ne faites littéralement rien, c'est-à-dire ne pas lire, voilà, vraiment ne rien faire,
Bon, le gain de temps est pas immense, a priori quoi. C'est intéressant pour l'expérience, mais c'est pas forcément un très grand gain de productivité. En fait, mon seul modèle de personne qui parle de ça de manière extensive, et qui, moi, me semble être quelqu'un de fiable, c'est Steve Pavlina. D'ailleurs, c'est un peu par lui qu'a été popularisée l'idée. Bon, c'est la seule personne où je me dis, je le connais pas personnellement, mais je me dis a priori, il dit la vérité, et il a eu vraiment une expérience positive par rapport à ça, mais finalement, même lui, il a arrêté, parce que c'est peu pratique socialement. Un truc aussi un événement très particulier qui a un peu marqué pour moi, le fait que c'était vraiment un sujet où il y avait beaucoup de bullshitters, ou alors de gens qui en parlent sans être ultra renseignés, sans être vraiment dans la pratique, c'est Tim Ferriss. Tim Ferriss, il a écrit un livre qui s'appelle le corps de 4 heures, pardon. Super intéressant sur l'auto-quantification, sur les expériences, mais voilà, avec aussi des choses, surtout des années après, avec des choses dont on sait qu'elles sont pas très fiables aussi dans le lot, dont un chapitre qui parle de sommeil polyphasique. Et donc il dit les choses habituelles qu'on lit sur les blogs, voilà, ce qui compte c'est le REM sleep, le sommeil paradoxal, le reste c'est du gâchis, ça sert à rien, on peut se débrouiller en s'habituant à dormir moins grâce au sommeil polyphasique. Mais dans le livre, c'est pas clair en fait si lui il l'a pratiqué, alors tout le reste du livre c'est des choses qu'il a pratiquées lui-même, là juste il en parle un peu de manière distante, et en disant finalement des choses très très basiques qu'on trouve sur tous les blogs internet, ce qu'on trouvait déjà à l'époque sur internet. Et il se contente de balancer l'information sans vraiment dire ce que lui il a essayé Ou si lui il l'a essayé. Un jour je suis allé à une conférence où il y avait Tim Ferriss qui donnait une petite conférence comme ça improvisée, j'ai posé une question sur le sommeil polyphasique, et parce que voilà, je voulais savoir si depuis l'écriture du livre il l'avait réessayé, s'il l'avait essayé, c'était sous-entendu dans ma question, et ce qu'il en avait appris, voilà ce qu'il conseillait par rapport au sommeil polyphasique en face sa réponse était un truc du genre non, mais le sommeil polyphasique, c'est pas commencer par être productif pendant votre journée, il faut commencer par être productif pendant sa journée, pas besoin d'essayer de dormir moins, c'est un truc qu'on verra plus tard, La plupart des gens, ils ont juste besoin d'être productifs pendant leurs heures qui sont éveillés, et donc, même Tim Ferriss, un peu, à mon avis, pas bullshité, mais pas été très clair dans ce conseil, en fait, qu'il a pu donner dans son livre, sur le sommeil polyphasique, et je pense que malheureusement c'est très courant. Beaucoup de gens vont vous en parler sans dire leur expérience personnelle par rapport à ça. Et donc en fait, souvent ce que vous avez, c'est de l'information, même pas de seconde main, mais de 10e main, en fait, parce que quelqu'un a repris les infos de quelqu'un, qui a repris les infos de quelqu'un, qui a repris les infos de quelqu'un, qui l'a peut-être fait. Mais bon, dans la réalité, moi, ça fait partie des choses qui me semblent les plus difficiles à faire dans la vie. Tous ceux qui, à mon avis, sont des gens fiables, qui l'ont effectivement fait, ont finalement très vite arrêté, parce que les avantages n'étaient pas si fous que ça, et que le coût social, notamment, était assez important. Et c'est plus un truc, je pense, auquel il faut s'intéresser, en termes d'expérience, en termes d'expérimentation. Et d'un point de vue santé, d'après les modèles que je connais actuellement, c'est sûrement pas une très bonne idée. A priori, après les modèles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont peut-être faux en fait, on n'est pas sûr de comprendre comment fonctionne le sommeil, mais il y a des chances que ce soit pas extraordinaire d'un point de vue santé. Donc voilà, sur le sommeil polyphasique, je veux pas vous décourager quand même de faire vos expériences, faites vos expériences, essayez quand même, et vous pouvez vous donner vos retours dans les commentaires si vous l'avez fait. Voilà, un peu tout ce que je peux vous dire, tout ce que j'ai appris moi sur le sommeil au travers des années. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, et à discuter de ça entre vous, parce qu'en vérité c'est un sujet qui est extrêmement nouveau, comme je le disais, on peut être pionnier, on peut explorer des choses dans ce domaine-là, qui le rend fascinant, et la science évolue en fait. Moi je suis quelques podcasts, quelques trucs sur le sujet, et c'est un sujet sur lequel on peut pas dire grand-chose d'assuré, de sûr. Moi je vous ai partagé mon expérience personnelle sur certaines choses, ce que j'ai lu, ce qui est l'état des connaissances actuelles, mais c'est des choses sur lesquelles vous devez être assez sceptique, parce que c'est juste des modèles, comme tout en science, mais là c'est vraiment des modèles qui sont en général assez récents, et qui peuvent être modifiés, qui méritent d'être explorés. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Et je sais pas ce que ce sera, mais on verra. Et je vous dis bonne nuit, ou bonne journée. Salut.